mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage. Il existe un archipel où les dieux ont marché sur terre avant que les hommes n'y posent le pied. Un pays où les empereurs descendent du soleil, où les guerriers portaient 2 sabres et où les cerisiers en fleurs rappellent chaque printemps la beauté et la fragilité de toute chose. Cette terre s'appelle le Japon. Son histoire ne commence pas avec des rois ou des conquérants, mais avec le chaos primordial, une mer de brume d'où émergèrent les îles, façonnées par des divinités armées d'une lance sacrée. Avant même que les premiers villages ne se forment, avant que les premières rizières ne soient tracées, il y avait des récits. Des récits de création, de trahison divine, de descente aux enfers et de retour à la lumière. Ces mythes ne sont pas de simples légendes. Ils sont la colonne vertébrale de l'identité japonaise, la source de légitimité des empereurs, le fondement d'une continuité qui traverse les millénaires. Pourquoi une nation insulaire, isolée du continent pendant des siècles, a-t-elle réussi à bâtir l'une des civilisations les plus raffinées et les plus durables de l'histoire humaine ? Comment un pays qui refusait tout contact avec l'étranger a-t-il pu, en quelques décennies, se transformer en puissance industrielle, capable de rivaliser avec l'Occident ? Qu'est-ce qui a poussé cette société pacifique et contemplative à se lancer dans des guerres d'expansion, puis à renaître de ses cendres après les bombardements atomiques? Et pourquoi, aujourd'hui encore, le Japon incarne à la fois la modernité la plus audacieuse et la tradition la plus intacte? L'histoire du Japon n'est pas linéaire. Elle est faite de ruptures, de contradictions, de moments où tout semble basculer et pourtant une continuité invisible persiste. C'est l'histoire d'un peuple qui a su préserver son âme tout en se réinventant sans cesse. Des temples de Kyoto aux robots de Tokyo, des samouraïs aux salarymen, des geishas aux mangaka, chaque époque a laissé sa marque. Et toutes ces strates coexistent encore aujourd'hui, visibles dans les rues, les rituels, les gestes du quotidien. Nous allons remonter le temps. Traverser les âges obscurs où les clans se battaient pour le pouvoir, les époques dorées où la poésie était une arme politique, les siècles de guerre civile où le Japon manqua de se désintégrer, et les décennies de fermeture totale où le pays se replia sur lui-même, cultivant une culture unique au monde. Puis viendra le choc de l'ouverture forcée, la course effrénée vers la modernité, l'expansion impériale, la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, et enfin le miracle économique qui fit du Japon la 2e puissance mondiale. Mais aussi le vieillissement, les crises, les catastrophes naturelles, et la question lancinante: que devient une civilisation millénaire dans un monde globalisé? Cette histoire commence dans le brouillard. Pas celui des montagnes japonaises, mais celui de la mémoire collective, là où les faits se mêlent aux symboles, où les dieux marchent parmi les hommes, et où chaque geste, chaque nom, chaque objet porte un sens qui dépasse la simple matérialité. Avant que le Japon ne soit le Japon, avant même que ce nom n'existe, il y avait le chaos. Un océan sans forme, une étendue infinie de brume et de potentialité. Et au-dessus, flottant dans le vide, se tenaient les divinités primordiales. Les premières ne firent rien. Elles se contentèrent d'exister, silencieuses et distantes. Mais parmi elles émergèrent 2 êtres différents, Izanagi et Izanami, frères et sœurs, époux et épouses, créateurs du monde visible. On leur confia une mission: donner forme à la terre. Debout sur le pont flottant du ciel, le pont céleste qui reliait le monde divin au chaos terrestre, Izanagi plongea une lance ornée de joyaux dans l'océan primordial. Il la fit tournoyer, encore et encore, puis la retira. Les gouttes salées qui tombèrent de la pointe se solidifièrent dans l'air, formant la première île, Onogoro. C'est là, sur cette terre naissante, qu'ils célébrèrent leur union. De leur mariage naquirent d'abord les îles de l'archipel, Honshu, Kyushu, Shikoku et toutes les autres.
Puis vinrent les divinités des montagnes, des rivières, des vents, des saisons. Chaque élément naturel était un kami, un esprit incarné. Le feu, la pluie, les forêts, les rochers, tout était vivant, tout était sacré. Mais le bonheur ne dura pas. En donnant naissance au dieu du feu, Izanami fut gravement blessée. Elle mourut et descendit dans Yomi, le pays des ténèbres, le royaume des morts. Fou de chagrin, Izanagi décida de la suivre. Il pénétra dans les profondeurs, cherchant désespérément sa bien-aimée. Il la trouva enfin, mais elle lui fit promettre de ne pas la regarder. Dans l'obscurité, incapable de résister, il alluma une torche. Ce qu'il vit le glaça d'horreur. Le corps d'Izanami n'était plus celui qu'il avait connu. Effrayée et humiliée, elle hurla de rage et lança à ses trousses les créatures de Yomi. Izanagi s'enfuit en courant, poursuivi par les ombres. Il parvint à sceller l'entrée du monde souterrain avec un énorme rocher, séparant à jamais les vivants des défunts. Mais le traumatisme était profond. Pour se purifier de la souillure de la mort, il se lava dans une rivière. Et de cette purification naquirent 3 divinités majeures. De son œil gauche jaillit Amaterasu, la déesse du soleil. De son œil droit naquit Tsukuyomi, le dieu de la lune. Et de son nez surgit Susanoo, le dieu des tempêtes et des mers. Ces 3 divinités allaient façonner le destin du Japon. Amaterasu, lumineuse et bienveillante, reçut la souveraineté sur les cieux. Tsukuyomi hérita de la nuit. Susanoo, violent et imprévisible, fut chargé des océans. Mais Susanoo n'était pas satisfait. Jaloux de sa sœur, il sema le chaos dans le royaume céleste. Il détruisit les rizières sacrées, profana les temples, commit des actes sacrilèges dans les salles de tissage. Une servante mourut de peur. Horrifiée, Amaterasu se réfugia dans une grotte, Ama no Iwato, et en scella l'entrée. Le monde plongea dans les ténèbres. Les autres dieux, paniqués, cherchèrent un moyen de la faire sortir. Ils organisèrent une fête devant la grotte, avec danse, rire et chant. La déesse Ame-no Uzume se mit à danser de manière provocante, faisant rire toute l'assemblée. Intrigué par le bruit, Amaterasu entr'ouvrit légèrement la porte. À ce moment, un dieu lui tendit un miroir. En voyant son propre reflet éblouissant, elle fut fascinée et sortit enfin. La lumière revint sur le monde. Ce miroir, le Yatano Kagami, devint l'un des 3 trésors impériaux du Japon, symbole de légitimité divine, transmis de génération en génération. Susanoo, banni des cieux, descendit sur terre. Là, il affronta un serpent géant à 8 têtes, Yamata no Orochi, et découvrit dans sa queue une épée miraculeuse, Kusanagi no Tsurugi, l'épée qui fauche les herbes. Cette lame devint le 2e trésor impérial. Le 3e, un joyau en forme de virgule, le Yasakani no Magatama, symbolisait la vertu. Ensemble, ces 3 objets incarnèrent la lumière, la force et la sagesse. Leur possession légitimait le pouvoir impérial. Sans eux, aucun empereur ne pouvait prétendre régner. Amaterasu, désormais maîtresse incontestée des cieux, décida d'étendre son autorité sur la terre. Elle envoya son petit-fils, Ninigi no Mikoto, descendre sur l'archipel pour y instaurer l'ordre divin. Ninigi atterrit sur le mont Takashio, dans l'île de Kyushu, portant avec lui les 3 trésors sacrés. De sa lignée naquit Jimmu, le premier empereur du Japon. Selon les chroniques anciennes compilées au 8e siècle, Jimmu unifia les tribus de l'archipel et fonda la dynastie impériale en 660 avant notre ère. Cette date est largement considérée comme mythique par les historiens modernes, mais elle a façonné pendant des siècles l'imaginaire national japonais. L'empereur n'était pas un simple roi. Il était un descendant direct de la déesse du soleil, un pont vivant entre le monde des hommes et celui des dieux. Son rôle n'était pas tant de gouverner,
que de maintenir l'harmonie cosmique par des rituels. Cette conception sacrée de la monarchie traversa toute l'histoire japonaise, survivant aux guerres, aux révolutions, aux invasions. Même aujourd'hui, l'empereur du Japon reste le chef de la religion Shinto, gardien des rites ancestraux, incarnation vivante de la continuité millénaire. Mais au-delà des mythes, que sait-on réellement des débuts du Japon ? Les fouilles archéologiques révèlent que dès la période Jomon, entre 14 000 et 300 avant notre ère, des communautés de chasseurs-cueilleurs habitaient l'archipel. Ils fabriquaient des poteries parmi les plus anciennes du monde, ornées de motifs en corde. Puis vint la période Yayoi, marquée par l'arrivée de la riziculture, de la métallurgie du bronze et du fer, probablement apportée par des migrants venus de la péninsule coréenne. C'est à cette époque que se formèrent les premiers clans organisés, ancêtres des futures maisons nobles. Le clan Yamato, établi dans la région de Nara, émergea progressivement comme le plus puissant. Il édifia d'immenses tumulus en forme de trous de serrure, les kofun, où étaient enterrés les chefs avec leurs trésors. Armes, miroirs de bronze, bijoux et des statuettes d'argile, les haniwa, représentant guerriers, chevaux, maisons. Ces tombes témoignent d'une société hiérarchisée, capable de mobiliser une main-d'œuvre considérable. Le clan Yamato se proclama descendant d'Amaterasu et imposa progressivement son autorité sur les autres tribus. Ainsi naquit le premier État japonais, non par conquête seule, mais par une combinaison de forces militaires, d'alliances matrimoniales et de légitimité religieuse. Cependant, cet État restait fragile, dépourvu d'administration centralisée, de codes écrits, de bureaucratie. Les chefs locaux conservaient une grande autonomie. Le pouvoir impérial était plus symbolique que réel. Pour transformer cette confédération de clans en véritable empire, il fallait un modèle. Ce modèle viendrait de l'autre côté de la mer, du continent, là où brillait la civilisation chinoise, la plus avancée de l'époque. Et c'est au VIe siècle que ce contact décisif allait avoir lieu, bouleversant à jamais le destin du Japon. Au VIe siècle, tandis que le Japon consolidait lentement son identité autour du clan Yamato, de l'autre côté de la mer brillait une civilisation éblouissante. La Chine des dynasties Sui puis Tang rayonnait par sa culture, son administration, ses arts, sa philosophie. Elle avait développé un système d'écriture sophistiqué, des codes de loi, une bureaucratie méritocratique et surtout, elle avait embrassé le bouddhisme, religion venue d'Inde qui transformait déjà toute l'Asie de l'Est. Le Japon ne pouvait rester indifférent. Les échanges commerciaux avec la péninsule coréenne apportaient déjà des objets, des techniques, des idées. Mais c'est en 552 qu'un événement décisif se produisit. Le roi de Baekje, royaume coréen alors menacé par ses voisins, envoya une ambassade à la cour impériale japonaise. Parmi les présents se trouvait une statue dorée du Bouddha et des sutras bouddhiques, accompagnée d'une lettre vantant les mérites de cette nouvelle foi. L'arrivée du bouddhisme au Japon ne fut pas pacifique. Elle déclencha un conflit profond au sein de l'élite. D'un côté, le clan Soga soutenait avec enthousiasme cette religion étrangère, y voyant un moyen de renforcer le pouvoir central et de légitimer l'autorité impériale par une doctrine universelle. De l'autre, les clans Mononobe et Nakatomi s'y opposaient farouchement, la considérant comme une insulte au kami, une menace pour l'ordre traditionnel. Les tensions montèrent, des temples furent incendiés, des statues brisées. Les partisans du bouddhisme furent accusés d'attirer la colère divine lorsque des épidémies frappèrent le pays. Mais les Soga étaient puissants et déterminés. Après plusieurs années de lutte intestine, ils l'emportèrent. En 593, le prince Shotoku fut nommé régent auprès de l'impératrice Suiko. Ce prince, figure semi-légendaire de l'histoire japonaise, devint le champion du bouddhisme et de la sinisation du Japon. Il ne se contenta pas d'encourager la construction de temples.
Il rédigea la Constitution en 17 articles, texte fondateur inspiré du confucianisme et du bouddhisme, qui définissait les devoirs des fonctionnaires, prônait l'harmonie, le respect de l'autorité, la piété filiale et la discipline. Sous son impulsion, des ambassades furent régulièrement envoyées en Chine. Ces missions, appelées Kantoshi, emmenaient des moines, des érudits, des artisans, parfois plusieurs centaines de personnes à bord de navires fragiles qui affrontaient des mers dangereuses. Certains ne revinrent jamais, engloutis par les tempêtes. Mais ceux qui atteignirent le continent en rapportèrent des trésors. Livres, cartes, techniques agricoles, méthodes de construction, principes administratifs, calendriers, systèmes de mesure. Ils étudièrent l'organisation de la cour, les rituels impériaux, la structure des ministères. Ils apprirent à lire et à écrire en chinois, langue qui devint celle de l'élite lettrée japonaise. L'écriture chinoise posa un défi immense. Le japonais et le chinois sont linguistiquement très différents. Pourtant, faute d'écriture propre, les Japonais adoptèrent les caractères chinois, les kanji, en les adaptant progressivement. Certains furent utilisés pour leur sens, d'autres pour leur prononciation. Plus tard, cette hybridation donna naissance au syllabaire kana, écriture purement phonétique permettant enfin d'écrire le japonais tel qu'il se parlait. Mais au 7e siècle, la maîtrise du chinois classique restait la marque de l'élite cultivée. En 645, un coup d'État bouleversa la cour. Le prince Naka no Oe, futur empereur Tenji, et son allié Fujiwara no Kamatari renversèrent le chef du clan Soga, devenu trop puissant et arrogant. Ils proclamèrent l'ère Taika, grande réforme, inaugurant une série de transformations radicales inspirées du modèle chinois. L'objectif était clair, centraliser le pouvoir, affaiblir les clans régionaux et transformer le Japon en un État bureaucratique unifié sous l'autorité absolue de l'empereur. Toutes les terres furent déclarées propriété de l'État. Les paysans reçurent des parcelles qu'ils devaient cultiver en échange d'impôts en riz et de corvées. Un système de recensement fut instauré. Le pays fut divisé en provinces et districts administrés par des fonctionnaires nommés par le centre, et non plus par des seigneurs héréditaires. Ces réformes, sur le papier, étaient ambitieuses. Dans la pratique, elles se heurtèrent à de nombreuses résistances. Les anciens clans ne renoncèrent pas facilement à leurs terres et à leur autonomie. Beaucoup de mesures restèrent lettres mortes dans les régions éloignées. Néanmoins, l'idée d'un État centralisé, gouverné par des lois écrites et des institutions bureaucratiques, s'enracina dans l'imaginaire politique japonais. En 710, la capitale fut transférée à Eijōkyō, aujourd'hui Nara. Pour la première fois, le Japon avait une capitale permanente, construite selon un plan orthogonal inspiré de la capitale chinoise Chang'an. Des avenues larges et rectilignes, des palais imposants, des quartiers administratifs, des marchés, des temples bouddhiques monumentaux. Nara devint le cœur du pouvoir impérial et le centre spirituel du pays. C'est là que furent compilées les 2 premières chroniques historiques du Japon. Le Kojiki en 712 et le Nihonshoki en 720. Ces textes visaient à légitimer la dynastie impériale en ancrant son origine dans le mythe, en reliant l'empereur à Amaterasu, en établissant une continuité sacrée remontant aux dieux. Ils fixèrent aussi l'histoire officielle, mêlant légende, généalogie et récits de règne. Ces chroniques ne sont pas de simples annales. Elles sont des actes politiques affirmant que le Japon est une nation divine, gouvernée par une lignée ininterrompue de souverains célestes. Le bouddhisme connut à Nara son apogée. L'empereur Shomu décida de faire du Japon une terre de Bouddha. Il ordonna la construction de temples dans chaque province et fit ériger à Nara le Todaiji, temple gigantesque abritant une statue colossale de Bouddha en bronze, le Daibutsu, haute de 15 mètres. La fonte de cette statue nécessita des tonnes de bronze, d'or et de mercure,
et mobilisa des milliers d'ouvriers pendant des années. L'inauguration, en 752, fut une cérémonie grandiose réunissant l'empereur, les moines, les nobles et des ambassadeurs venus de toute l'Asie. Le message était clair. Le Japon était désormais une puissance culturelle et spirituelle à part entière. Mais cette prospérité bouddhique comportait un danger. Les monastères accumulèrent terres, richesses et pouvoir politique. Certains moines devinrent conseillers de l'empereur, influençant les décisions de l'État. Les tensions montèrent. À la fin du 8e siècle, la cour décida de déplacer la capitale pour échapper à l'emprise des monastères de Nara. En 794, l'empereur Kanmu ordonna la construction d'une nouvelle capitale, Heian-kyo, la capitale de la paix et de la tranquillité. Cette ville, qui deviendra Kyoto, allait rester le siège du pouvoir impérial pendant plus de 1000 ans. Heian-kyo marqua le début d'une nouvelle ère, l'époque Heian, l'une des plus raffinées et des plus étranges de l'histoire japonaise. Car si Nara avait été dominée par le bouddhisme et l'influence chinoise, Heian allait voir l'émergence d'une culture proprement japonaise, sophistiquée jusqu'à l'excès, obsédée par l'esthétique, la poésie, les subtilités du langage et des émotions. Une culture de cour où les apparences comptaient plus que le pouvoir réel, où les intrigues amoureuses se jouaient à coups de poèmes calligraphiés, et où l'empereur, de plus en plus éloigné des affaires concrètes, devenait une figure quasi divine et totalement impuissante. L'époque Heian fut une parenthèse enchantée et fragile. Pendant que la capitale s'enfonçait dans le raffinement extrême, les provinces échappaient au contrôle central. De nouveaux acteurs montaient en puissance, les guerriers. Et bientôt, ces hommes d'armes, méprisés par l'aristocratie de cour, allaient prendre le pouvoir et transformer le Japon en terre de samouraïs. Heian-kyo fut conçu comme une réplique de la capitale chinoise, avec ses avenues rectilignes, ses palais majestueux, ses jardins soigneusement ordonnés. Mais rapidement, elle développa une identité propre. Loin de l'austérité confucéenne ou de la rigueur bouddhique, la cour de Heian cultiva une esthétique de l'éphémère, du raffinement poussé jusqu'à la décadence. Les aristocrates passaient leur temps à composer des poèmes, à choisir la couleur de leurs vêtements en fonction des saisons, à organiser des concours de parfums, à échanger des lettres d'amour où chaque nuance comptait. Une mauvaise calligraphie pouvait ruiner une réputation. Un choix vestimentaire inapproprié était une honte sociale. Cette obsession pour la forme n'était pas superficielle. Elle reflétait une vision du monde où l'harmonie, la sensibilité aux saisons, la capacité à exprimer ses émotions avec justesse étaient les marques de l'humanité véritable. La notion de mono no aware, la tristesse des choses, cette mélancolie douce devant la beauté éphémère, imprégna toute la culture de l'époque. Les cerisiers en fleurs, qui ne durent que quelques jours, devinrent le symbole parfait de cette esthétique. Beauté intense et fragile, promesse de déclin. Politiquement, l'empereur régnait mais ne gouvernait plus. Le pouvoir réel passa aux mains de la famille Fujiwara, clan qui avait aidé l'empereur Tenji lors du coup d'État de 645. Les Fujiwara perfectionnèrent une stratégie de contrôle indirect. Ils mariaient leurs filles aux héritiers du trône, puis s'assuraient que leurs petits-fils deviennent empereurs. En tant que grand-père maternel, oncle ou beau-père, ils exerçaient la régence ou occupaient les plus hautes fonctions de l'État. Pendant plus de 2 siècles, presque tous les empereurs eurent une mère Fujiwara. Les Fujiwara ne cherchèrent jamais à usurper le trône. Ils se contentaient de le contrôler de l'intérieur. Certains empereurs, frustrés par leur impuissance, choisirent une stratégie inattendue, abdiquer. En renonçant formellement au trône, ils échappaient aux contraintes rituelles et pouvaient gouverner depuis un monastère, libre des obligations cérémonielles. Ce système, appelé Insei,
ou gouvernement des empereurs retirés, créa une structure de pouvoir encore plus complexe, où l'empereur régnant n'était qu'une marionnette, manipulée à la fois par les Fujiwara et par son propre prédécesseur cloîtré. Pendant ce temps, dans les provinces, la réalité était tout autre. Le système de redistribution des terres avait échoué. Les grands temples, les monastères et les familles nobles accumulaient des domaines privés. Les shoen, exemptés d'impôts. Ces domaines échappaient au contrôle de l'État central. Pour les protéger et les administrer, on engageait des guerriers locaux. Ces hommes, souvent issus de branches cadettes de la noblesse, formaient une nouvelle classe sociale, les bushi, futurs samouraïs. Deux clans émergèrent comme les plus puissants, les Minamoto ou Genji et les Taira ou Eike. Leur montée en puissance allait sonner le glas de l'ère courtoise. Mais avant que les sabres ne remplacent les pinceaux, Heian connut un dernier éclat culturel. C'est à cette époque que naquit la littérature japonaise classique, portée principalement par des femmes. Murasaki Shikibu, dame de compagnie à la cour, écrivit au début du XIe siècle le Di du Genji, roman fleuve de plus de 50 chapitres racontant la vie du prince Hikaru Genji, ses amours, ses intrigues, ses désillusions. Ce texte, d'une complexité psychologique inouïe, explore les émotions humaines avec une finesse jamais vue auparavant. Il est souvent considéré comme le premier roman psychologique de l'histoire mondiale. Sei Shonagon, autre femme de lettres, composa les notes de chevet, recueil d'observations, de listes, de réflexions sur la vie de cour. Son style, vif et ironique, tranche avec la mélancolie du Genji. Ensemble, ces œuvres offrent une fenêtre unique sur l'intimité de l'aristocratie Heian. Ses codes, ses jeux de séduction, ses rivalités mesquines et ses moments de grâce. Elles furent écrites en kana, l'écriture syllabique japonaise, car le chinois classique était réservé aux hommes et aux textes officiels. Paradoxalement, cette exclusion permit aux femmes de développer une littérature plus libre, plus personnelle, plus authentiquement japonaise. Mais sous la surface dorée de Heian, le pays se fissurait, les impôts ne rentraient plus, les routes se dégradaient, les bandits proliféraient, les monastères bouddhiques levaient leurs propres armées de moines soldats, les Sohei, qui descendaient sur la capitale pour réclamer de nouveaux privilèges. La cour, repliée sur ses rituels, semblait vivre dans une bulle, sourde aux grondements du monde extérieur. Et lorsque cette bulle éclata, ce fut avec une violence inouïe. En 1156, une guerre de succession opposa deux factions de la cour. Les clans guerriers Minamoto et Taira furent appelés à l'aide. C'était la première fois que des soldats en armes pénétraient dans l'enceinte du palais impérial. Le conflit, bref mais intense, se solda par la victoire des Taira. Leur chef, Taira no Kiyomori, devint le premier guerrier à occuper les plus hautes fonctions de l'État. Il maria sa fille à l'empereur, fit de son petit-fils l'héritier du trône, et accumula richesses et titres. En quelques années, les Taira dominèrent la cour, reproduisant le modèle des Fujiwara, mais avec une différence essentielle. Ils étaient des hommes de guerre, pas des courtisans. Cette ascension suscita jalousie et ressentiment. Les Minamoto, éliminés lors des conflits précédents, n'avaient pas dit leur dernier mot. En 1180, le prince Mochihito lança un appel à la rébellion contre les Taira. Minamoto no Yoritomo, exilé depuis son enfance dans la province d'Izu, se souleva. Ainsi débuta la guerre de Genpei. 5 années de combats acharnés qui allaient détruire l'ancien ordre et donner naissance à une nouvelle forme de pouvoir, le shogunat. Yoritomo était un stratège patient. Plutôt que de se précipiter au combat, il consolida sa base dans l'est du Japon, à Kamakura, loin de Kyoto. Il organisa une administration militaire, distribua des terres à ses vassaux,
créa un réseau de loyauté personnelle. Pendant ce temps, son jeune frère Yoshitsune menait les combats. Génie militaire, Yoshitsune enchaîna les victoires spectaculaires. À Ishinotani, il lança une attaque surprise en descendant une falaise réputée infranchissable. À Yashima, il piégea les Taira dans une presqu'île. Mais l'affrontement décisif eut lieu en 1185 dans le détroit de Dan-no-ura. Les deux flottes s'affrontèrent dans des eaux agitées. Les Taira, pris au piège, virent leur défaite inévitable. L'empereur enfant Antoku, âgé de 7 ans, fut pris dans les bras de sa grand-mère, qui se jeta à la mer en l'emportant avec elle. Avec eux disparut l'épée sacrée Kusanagi, l'un des 3 trésors impériaux. Selon certaines versions, elle fut plus tard repêchée. Selon d'autres, elle repose encore au fond de la mer. La disparition tragique de l'enfant empereur devint un symbole de la fin de l'ère Heian, de la chute de l'ancienne noblesse et de l'avènement d'un Japon dominé par les guerriers. Yoritomo triomphant reçut de l'empereur le titre de Sei Taishogun, grand général pacificateur des barbares, abrégé en shogun. Ce titre, à l'origine temporaire et militaire, devint permanent et politique. Yoritomo établit son gouvernement à Kamakura, loin de Kyoto, créant une dualité de pouvoir qui allait durer 7 siècles. L'empereur régnait à Kyoto, symbole sacré mais impuissant. Le shogun gouvernait depuis Kamakura, détenteur du pouvoir réel. Ainsi naquit le Bakufu, gouvernement militaire, et avec lui une nouvelle ère, celle des samouraïs. Le shogunat de Kamakura marqua une rupture radicale avec le raffinement de Heian. Fini les concours de poésie et les débats sur la nuance des couleurs. Place à la discipline, à la loyauté, au code du guerrier. Yoritomo construisit un système fondé sur des liens personnels entre seigneurs et vassaux. En échange de terres et de protection, les guerriers devaient servir le shogun, fournir des soldats, maintenir l'ordre dans leur domaine. Ce système, appelé plus tard féodalisme japonais, ressemblait par certains aspects à celui de l'Europe médiévale, mais avec des différences cruciales. Au Japon, la loyauté n'était pas contractuelle, mais morale, presque spirituelle. Yoritomo ne fit pas confiance à son propre frère. Jaloux de la popularité de Yoshitsune, il le considéra comme une menace. Yoshitsune, héros des combats, fut déclaré traître et traqué. Après des années de fuite, il choisit de mettre fin à ses jours dans le nord du Japon. Sa disparition tragique en fit une figure légendaire, symbole du génie sacrifié sur l'autel de la raison d'État. Après la mort de Yoritomo en 1199, le pouvoir passa entre les mains de sa veuve, Hojo Masako, surnommée la non-shogun. Elle et sa famille, les Hojo, devinrent régents du shogun, Shiken, ajoutant une nouvelle couche à la structure de pouvoir déjà complexe. Désormais, l'empereur était contrôlé par le shogun, lui-même contrôlé par le régent Hojo. Sous les Hojo, le Japon connut une période de stabilité relative. Le code Joei, promulgué en 1232, codifiait les règles de gouvernance militaire, les droits des vassaux, les procédures judiciaires. C'était le premier code de loi purement japonais, pragmatique, adapté aux réalités du terrain. Parallèlement, une nouvelle forme de bouddhisme gagnait les cœurs, le zen. Importé de Chine par des moines comme Eisai et Dogen, le zen rejetait les rituels complexes et les textes savants. Il prônait la méditation assise, le silence, l'éveil subi par l'intuition directe. Cette austérité, cette discipline mentale séduisirent les samouraïs, qui y trouvèrent un complément spirituel à leur entraînement martial. Le zen influença profondément la culture japonaise. L'architecture des temples devint dépouillée, les jardins secs composés de rochers et de sable ratissé incarnaient la vacuité. La cérémonie du thé, codifiée plus tard, trouvait ses racines dans cette esthétique de simplicité
et de concentration. Les samouraïs apprirent à maîtriser non seulement l'épée, mais aussi l'esprit. Leur entraînement les amenait à considérer l'honneur comme la valeur suprême, plus importante que la vie elle-même. Le guerrier devait être prêt à assumer pleinement ses responsabilités, quelles qu'en soient les conséquences. Mais au XIIIe siècle, le Japon fut confronté à une menace externe sans précédent. L'empire mongol, le plus vaste que le monde ait connu, avait conquis la Chine, la Corée, une partie de l'Asie centrale et de l'Europe de l'Est. Kublai Khan, petit-fils de Gengis Khan et fondateur de la dynastie Yuan, tourna son regard vers le Japon. En 1268, il envoya des émissaires exigeant la soumission. Le régent Hojo Tokimun refusa avec mépris. Kublai prépara alors une invasion. En 1274, une flotte mongole et coréenne, transportant environ 23 000 hommes, débarqua dans le nord de Kyushu. Les samouraïs japonais, habitués aux duels individuels et au code d'honneur, furent stupéfaits par les tactiques mongoles. Attaque en masse, utilisation de catapultes lançant des projectiles explosifs, flèches empoisonnées. Néanmoins, ils résistèrent farouchement. Les Mongols, ne parvenant pas à établir une tête de pont solide et craignant une tempête, se retirèrent. Le Japon avait échappé de justesse. Kublai n'abandonna pas. Il envoya de nouvelles ambassades, toutes rejetées. En 1281, il lança une seconde invasion, bien plus massive. 2 flottes partirent, l'une de Corée, l'autre du sud de la Chine, transportant au total plus de 140 000 hommes. Les Japonais avaient eu le temps de se préparer. Ils construisirent des murs défensifs le long des côtes, organisèrent des patrouilles, mobilisèrent tous les guerriers disponibles. Les affrontements furent acharnés. Pendant plusieurs semaines, les samouraïs repoussèrent les assauts. Puis, au début du 8e mois, un typhon d'une violence extraordinaire s'abattit sur la région. Les navires mongols, mal ancrés et surchargés, furent disloqués. Des milliers d'hommes périrent dans les flots. Les survivants, démoralisés et affamés, furent repoussés ou capturés. Cette tempête providentielle fut interprétée comme une intervention divine. On l'appela kamikaze, le vent des dieux. Le Japon était protégé par les kami. Cette croyance en une protection céleste allait marquer durablement l'imaginaire national. Cependant, la victoire eut un coût. Le bakufu n'avait pas de butin à distribuer. Les guerriers qui avaient combattu attendèrent des récompenses, mais il n'y en avait pas. Le mécontentement grandit. Les Hojo, incapables de satisfaire leurs vassaux, perdirent progressivement leur soutien. En 1333, l'empereur Go-Daigo, las d'être une marionnette, tenta de renverser le shogunat. Il fut d'abord vaincu et exilé, mais ses partisans continuèrent la lutte. Un général du bakufu, Ashikaga Takauji, changea soudainement de camp et marcha sur Kamakura. Le régent Hojo mit fin à ses jours, et le shogunat de Kamakura s'effondra. Go-Daigo proclama la restauration Kenmu, rêvant de ramener le pouvoir entre les mains de l'empereur. Mais son règne fut chaotique. Il tenta d'imposer des réformes trop radicales, s'aliéna les guerriers, divisa la noblesse. Ashikaga Takauji, déçu, se retourna contre lui. En 1336, il prit Kyoto et installa un nouvel empereur, issu d'une branche rivale de la famille impériale. Go-Daigo s'enfuit dans les montagnes de Yoshino, où il établit une cour concurrente. Ainsi commença l'époque des cours du Nord et du Sud, période confuse durant laquelle 2 empereurs régnaient simultanément, chacun prétendant être le seul légitime. Takauji fonda le shogunat Ashikaga, installé à Kyoto même, contrairement à celui de Kamakura. Ce fut une grave erreur stratégique. À Kyoto, les shoguns furent constamment tiraillés entre les intrigues de cour, les pressions des monastères bouddhiques, les ambitions des nobles. Ils manquaient de la distance et de l'autorité de leurs prédécesseurs. Le 3e shogun Ashikaga,
Yoshimitsu, parvint à réunifier les deux cours en 1392 et à stabiliser temporairement le régime. Il fit construire le pavillon d'or, Kinkakuji, temple recouvert de feuilles d'or, symbole de sa richesse et de son pouvoir. Il patronna les arts, le théâtre No, la cérémonie du thé, la peinture à l'encre, l'arrangement floral ikebana. Mais après sa disparition, le shogunat Ashikaga se délita. Au XVe siècle, une guerre de succession entre deux branches de la famille déclencha la guerre d'Onin en 1467. Pendant 10 ans, Kyoto fut le théâtre de combats urbains dévastateurs. Les palais brûlèrent, les temples furent rasés, la population s'enfuit. Lorsque la guerre prit fin, personne n'avait vraiment gagné, mais le pays était en ruine. Le shogunat Ashikaga survécut en théorie jusqu'en 1573, mais il n'avait plus aucun pouvoir réel. Le Japon entra alors dans l'époque Sengoku, l'ère des provinces en guerre. Le pouvoir central n'existait plus. Des centaines de seigneurs locaux, les daimyo, se battaient pour agrandir leur domaine. Les alliances se faisaient et se défaisaient. Les trahisons étaient monnaie courante. Certains daimyo, issus de familles obscures, renversaient leurs maîtres et prenaient leur place, incarnant le principe de Gekkokujo, le faible qui renverse le fort. C'était une époque difficile, mais aussi dynamique. Les guerriers devaient être stratèges, administrateurs, diplomates. Les châteaux fortifiés se multiplièrent. Les armées grossirent, comptant parfois des dizaines de milliers d'hommes. Les paysans n'étaient plus de simples victimes. Dans certaines régions, ils formaient des ligues autonomes, iki, capables de résister aux daimyo. La province de Kaga fut même gouvernée pendant près d'un siècle par une confédération de moines bouddhistes de la secte Jodo Shinshu et de paysans armés. Les villes portuaires, comme Sakai, devinrent des républiques marchandes pratiquement indépendantes, gouvernées par des conseils de riches commerçants. Le chaos politique engendra paradoxalement une certaine liberté sociale. C'est dans ce contexte qu'arrivèrent les Européens. En 1543, des marchands portugais accostèrent sur l'île de Tanegashima. Ils apportaient avec eux une invention qui allait révolutionner la guerre au Japon, les arquebuses. Les Japonais, fascinés, achetèrent ces armes et en fabriquèrent rapidement des copies. En quelques décennies, le Japon produisait plus d'armes à feu que n'importe quel pays européen. Les affrontements changèrent de nature. Les charges de cavalerie et les duels individuels cédèrent la place aux salves de mousqueterie en rang serré. Les missionnaires chrétiens, jésuites en tête, suivirent les marchands. François Xavier débarqua en 1549 et commença à prêcher. Le christianisme trouva un certain écho, notamment parmi les daimyo du Sud, qui espéraient obtenir des armes et des alliances avec les puissances européennes. Des dizaines de milliers de Japonais se convertirent. Des églises furent construites. Mais cette présence étrangère suscitait aussi méfiance et hostilité. Au milieu de ce chaos, 3 hommes allaient successivement tenter d'unifier le pays. 3 personnalités radicalement différentes, souvent résumées par un proverbe « Si le coucou ne chante pas, Oda Nobunaga le tue, Toyotomi Hideyoshi le fait chanter, Tokugawa Ieyasu attend qu'il chante. » Oda Nobunaga naquit en 1534 dans une famille de petits seigneurs de la province d'Owari. Jeune, il était considéré comme un excentrique, voire un fou, par son entourage. Il portait des vêtements voyants, fréquentait des gens de basse extraction, méprisait les conventions. À la disparition de son père, beaucoup doutaient qu'il puisse conserver ses terres. Mais Nobunaga était un génie militaire et un stratège impitoyable. En 1560, lors de l'affrontement d'Okeazama, il vainquit l'armée d'Imagawa Yoshimoto, pourtant 10 fois plus nombreuse, grâce à une attaque surprise sous la pluie. Cette victoire stupéfiante le propulsa sur la scène nationale.
Nobunaga comprit avant les autres l'importance des armes à feu. À l'affrontement de Nagashino en 1575, il aligna 3000 arquebusiers derrière des palissades et décima la cavalerie ennemie par des tirs en rotation continue. Cette tactique, révolutionnaire pour l'époque, prouva que la guerre médiévale était révolue. Nobunaga s'empara de Kyoto en 1568, plaça un shogun fantoche, puis le déposa quand il ne lui fut plus utile. Il abolit les péages intérieurs pour favoriser le commerce, encouragea les marchands, promut le mérite plutôt que la naissance. Mais il fut aussi d'une sévérité terrible. Les monastères bouddhiques, qui résistaient à son autorité, furent ses cibles favorites. En 1571, il assiégea le mont Hiei, complexe monastique près de Kyoto, et ordonna sa destruction complète. Des milliers de personnes périrent. Il détruisit également la forteresse-temple d'Ishiyama Honganji, après 10 ans de siège. Pour Nobunaga, le bouddhisme politique était un obstacle à l'unification, et il ne tolérait aucun obstacle. En 1582, alors qu'il était à 2 doigts d'unifier tout le Japon, Nobunaga fut trahi. Son général Akechi Mitsuhide l'encercla dans un temple à Kyoto. Piégé, Nobunaga mit fin à ses jours selon l'honneur des guerriers. Les raisons de cette trahison restent obscures. Ambition personnelle, rancœur, complot plus vaste. Mitsuhide ne profita pas longtemps de son acte. 13 jours plus tard, il fut vaincu et tué par un autre général de Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi était un homme du peuple, fils de paysan, qui avait gravi tous les échelons par son intelligence et sa loyauté. Petit, laid, on le surnommait le singe, mais il possédait un charisme exceptionnel et un sens politique aigu. Après avoir vengé Nobunaga, il s'imposa comme son successeur. En 1590, il acheva l'unification du Japon en soumettant les derniers daimyo rebelles du nord et de l'est. Contrairement à Nobunaga, Hideyoshi ne pouvait devenir shogun, car il n'était pas de lignée noble. Il se fit donc nommer Kampaku, régent impérial, titre qui lui donnait une autorité similaire. Hideyoshi réforma profondément la société japonaise. Il ordonna un cadastre national, mesurant précisément toutes les terres cultivées et fixant les impôts en fonction de la production de riz. Il interdit aux paysans de porter des armes, confisquant sabres et lances lors de la chasse aux épées. Cette mesure rigidifia la séparation entre samouraïs et paysans, empêchant désormais toute mobilité sociale. Seuls les guerriers avaient le droit de porter 2 sabres. Les paysans devaient cultiver, les artisans produire, les marchands commercer, chacun à sa place. Hideyoshi, comme beaucoup de parvenus, développa des ambitions démesurées. En 1592, il envahit la Corée avec une armée de plus de 150 000 hommes, rêvant de conquérir la Chine Ming. Initialement, les Japonais progressèrent rapidement, prenant Séoul et Pyongyang. Mais la résistance coréenne s'organisa, notamment grâce à l'amiral Yi Sun-sin et ses navires tortues, premiers cuirassés de l'histoire. La Chine envoya des troupes. La guerre s'enlisa. Une trêve fut conclue en 1596. Mais Hideyoshi relança l'invasion l'année suivante. Ce fut un désastre. En 1598, Hideyoshi mourut, et ses troupes se retirèrent précipitamment, laissant la péninsule coréenne dévastée et des centaines de milliers de victimes. Hideyoshi avait un fils, Hideyori, encore enfant à sa disparition. Il confia la régence à un conseil de 5 grands daimyo, espérant qu'il protégerait son héritier. Parmi eux se trouvait Tokugawa Ieyasu, seigneur le plus riche et le plus puissant du Japon, contrôlant les vastes plaines du Kanto. Ieyasu était patient, prudent, calculateur. Il attendit son heure. Les tensions au sein du conseil éclatèrent rapidement. 2 factions se formèrent en 1600,
Elles s'affrontèrent à Sekigahara, dans un affrontement qui décida du sort du pays. Sekigahara opposa environ 160 000 hommes. L'affrontement dura quelques heures seulement, mais fut d'une intensité extraordinaire. Ieyasu avait secrètement négocié avec plusieurs généraux du camp adverse, qui changèrent de camp en plein combat. La victoire d'Ieyasu fut écrasante. Les vaincus furent exécutés ou dépossédés de leurs terres. En 1603, l'empereur nomma Ieyasu shogun. Contrairement à Hideyoshi, Ieyasu appartenait à une branche de la famille Minamoto, ce qui légitimait son titre. Il établit son bakufu à Edo, un bourg de pêcheurs qu'il transforma en capitale militaire. Ainsi commença l'ère Tokugawa, qui allait durer 267 ans. Tokugawa Ieyasu ne laissa rien au hasard. Il savait que l'unification du Japon ne serait durable que si elle reposait sur un système rigide, empêchant toute velléité de rébellion. Il divisa le pays en domaines, Han, dont certains appartenaient à sa famille, d'autres à des alliés fidèles, d'autres encore à d'anciens ennemis qu'il fallait surveiller. Ces derniers étaient placés loin d'Edo ou dans des régions stratégiquement moins importantes. Pour s'assurer de leur loyauté, il institua le système du Sankin Kotai, service alterné. Chaque daimyo devait passer une année sur 2 à Edo, laissant sa famille en permanence dans la capitale comme otage. Ce système coûtait une fortune au seigneur, qui devait entretenir 2 résidences et voyager avec de vastes cortèges. Mais il enrichit les routes, stimula le commerce et vida les coffres des potentiels rebelles. Edo devint rapidement l'une des plus grandes villes du monde. En 1700, elle comptait déjà 1 million d'habitants. Ces quartiers s'étendaient en cercles concentriques autour du château du shogun. Quartiers des samouraïs, des artisans, des marchands, des temples. Les canaux permettèrent le transport des marchandises. Les théâtres, les maisons de thé, les bains publics proliféraient. C'était une ville grouillante, bruyante, vivante, très différente de l'austère Kyoto impérial. Kyoto restait la capitale symbolique, résidence de l'empereur, mais Edo était le cœur battant du pouvoir. La société Tokugawa était figée en 4 classes strictement hiérarchisées. Les samouraïs en haut, puis les paysans, les artisans et enfin les marchands. En théorie, les marchands étaient méprisés car ils ne produisaient rien, se contentant de profiter du travail des autres. En pratique, ils s'enrichirent considérablement. Les grandes maisons marchandes d'Osaka et d'Edo prêtèrent de l'argent aux daimyo et même aux bakufu. Certaines familles, comme les Mitsui, ancêtres du conglomérat moderne, accumulèrent des fortunes colossales. Un paradoxe typiquement japonais. Le statut social ne correspondait pas toujours au pouvoir économique réel. Les samouraïs, eux, connurent une transformation radicale. En temps de paix, à quoi servait un guerrier ? Beaucoup devinrent bureaucrates, enseignants, calligraphes. Ils recevaient leur salaire en riz, stipendiés par leurs daimyo. Certains s'appauvrissaient, incapables de joindre les 2 bouts. D'autres vendaient leur rang ou se faisaient adopter par des familles marchandes. Le code du Bushido, la voie du guerrier, fut codifié durant cette période non pas comme une pratique vivante, mais comme une idéologie nostalgique. Le Hagakure, écrit au début du XVIIIe siècle, prônait une loyauté absolue au maître, le mépris du danger, l'honneur avant tout. Mais ces samouraïs ne faisaient plus la guerre. Ils administraient, compilaient, jugeaient. Après la disparition d'Ieyasu en 1616, son fils Hidetada, puis son petit-fils Iemitsu consolidèrent le régime. Iemitsu se méfiait profondément des influences étrangères, en particulier du christianisme, qu'il percevait comme une menace pour l'ordre établi. Les chrétiens prêchaient l'obéissance à un Dieu unique, supérieur aux autorités terrestres. Pour un régime fondé sur la loyauté absolue au seigneur et au shogun, c'était intolérable. En 1637, une rébellion éclata dans la péninsule de Shimabara,
menée par des paysans chrétiens écrasés d'impôts. Ils se réfugièrent dans un château en ruine et résistèrent pendant plusieurs mois. Le Bakufu dut mobiliser une armée massive pour les vaincre. Des dizaines de milliers de rebelles périrent. Ce fut le dernier grand soulèvement de l'ère Tokugawa. En réaction, Iemitsu promulgua en 1639 les édits de Sakoku, fermeture du pays. Les Japonais n'avaient plus le droit de quitter l'archipel sous peine de sanctions capitales. Les navires océaniques furent interdits. Les étrangers furent expulsés, à l'exception des Chinois et des Hollandais, confinés sur l'île artificielle de Dejima, dans le port de Nagasaki. Les missionnaires chrétiens furent traqués, jugés, exécutés. Les convertis devaient piétiner des images du Christ pour prouver leur apostasie. En une génération, le christianisme fut presque entièrement éradiqué du Japon. Cette fermeture dura plus de 2 siècles. Pendant ce temps, le Japon développa une culture unique, coupée du reste du monde. Les arts fleurirent. Le théâtre kabuki, avec ses acteurs maquillés de manière outrancière, ses intrigues dramatiques, ses décors somptueux, devint immensément populaire. Le bunraku, théâtre de marionnettes manipulé par des artistes vêtus de noir, atteignit une sophistication inégalée. Les estampes ukiyo-e, images du monde flottant, représentaient courtisanes, acteurs, paysages, scènes de la vie quotidienne. Des artistes comme Okusai et Hiroshige créèrent des œuvres qui influenceraient plus tard l'impressionnisme européen. La littérature urbaine s'épanouit. Ihara Seikaku écrivit des romans picaresques sur les marchands, les courtisanes, les plaisirs de la chair. Chikamatsu Monzemon composa des pièces de bunraku poignantes, souvent basées sur des faits divers tragiques, amour impossible, drames familiaux, conflits entre devoir et passion. La poésie haïku, codifiée par Matsuo Basho au XVIIe siècle, devint l'expression quintessentielle de l'esthétique japonaise. En 3 vers de 5, 7, 5 syllabes, il fallait capturer un instant, une saison, une émotion fugace. Un vieil étang, une grenouille plonge, le bruit de l'eau. Dans cette simplicité apparente se cachait une profondeur méditative. Mais sous cette surface culturelle raffinée, des tensions s'accumulaient. La population augmenta, passant de 12 millions au début de la période à environ 30 millions au milieu du XVIIIe siècle, puis stagna. Les famines frappèrent régulièrement. Celle de Tenmei, dans les années 1780, causa la disparition d'environ 1 million de personnes. Les révoltes paysannes se multiplièrent. Le Bakufu tenta des réformes, notamment sous le shogun Yoshimune, qui encouragea les cultures nouvelles, rationalisa l'administration, lutta contre la corruption. Mais les problèmes structurels demeuraient. En outre, malgré la fermeture, des informations du monde extérieur filtraient par Nagasaki. Les Hollandais apportaient des livres, des cartes, des instruments scientifiques. Un courant intellectuel, le Rangaku, étude hollandaise, se développa. Des médecins japonais traduisirent des traités d'anatomie européens, découvrant avec stupéfaction que la science occidentale avait progressé bien au-delà de ce qu'ils imaginaient. Tsujita Genpaku, ayant assisté à une dissection, réalisa que les descriptions chinoises traditionnelles des organes internes étaient erronées. Son ouvrage Kaitai Shinsho, publié en 1774, fut une révélation. Une petite élite commençait à comprendre que le Japon, isolé, risquait de prendre du retard face aux puissances occidentales en expansion. Et justement, ces puissances se rapprochaient. À la fin du XVIIIe siècle, des navires russes, britanniques, américains tentèrent à plusieurs reprises d'établir des contacts commerciaux. Le Bakufu les repoussa systématiquement, fidèle à la politique de Sakoku. Mais la pression montait. En 1808, une frégate britannique pénétra dans le port de Nagasaki et exigea des provisions. En 1846, le commodore américain Biddle tenta sans succès d'ouvrir des négociations.
Le Japon pouvait-il continuer indéfiniment à ignorer le monde? La réponse vint en 1853, quand le commodore Matthew Perry entra dans la baie d'Edo avec 4 navires de guerre à vapeur armés de canons modernes. Leur apparition provoqua la panique. Ces navires noirs crachant de la fumée semblaient invincibles. Perry remit une lettre du président américain Millard Fillmore exigeant l'ouverture de ports japonais pour le commerce et le ravitaillement des baleiniers américains. Il annonça qu'il reviendrait l'année suivante chercher une réponse. Le Bakufu se retrouva face à un dilemme terrible. Refuser risquait une guerre impossible à gagner. Accepter signifiait abandonner 2 siècles de politique isolationniste et perdre la face. Le shogun Tokugawa Ieyasu, faible et maladif, consulta même l'empereur, chose inédite depuis des siècles. Cette démarche révélait la panique du régime. Les daimyos furent divisés. Certains préconisaient la guerre, d'autres la négociation. Finalement, en 1854, Perry revint avec 8 navires et le Bakufu céda. Le traité de Kanagawa ouvrit 2 ports aux navires américains et garantit le bon traitement des naufragés. Ce traité, bien que relativement limité, brisa le principe de Sakoku. D'autres nations, Royaume-Uni, Russie, Pays-Bas, France, exigèrent et obtinrent des accords similaires. Ces traités étaient inégaux. Le Japon ne pouvait fixer ses propres tarifs douaniers. Les étrangers bénéficiaient de l'extraterritorialité. Échappant à la justice japonaise, l'humiliation fut profonde. Le prestige du Bakufu s'effondra. Comment un gouvernement militaire censé protéger le pays pouvait-il capituler sans combattre? Un mouvement d'opposition se forma, ralliant samouraïs nationalistes, intellectuels et daimyos mécontents. Leur slogan « Sono Joie », révérer l'empereur, expulser les barbares. Ils voulaient renverser le shogunat, restaurer le pouvoir de l'empereur et chasser les étrangers. Certains radicaux passèrent à l'action. En 1862, un marchand britannique fut tué par des samouraïs du domaine de Satsuma. Les Britanniques bombardèrent Kagoshima en représailles. L'année suivante, le domaine de Shoshu ouvrit le feu sur des navires étrangers dans le détroit de Shimonoseki. Une flotte combinée occidentale détruisit ces batteries côtières. Ces défaites cinglantes convainquirent les réformateurs que le slogan « Joie », expulser les barbares, était irréaliste. Il fallait apprendre de l'Occident pour le combattre. Le mot d'ordre devint Fukoku Kyohei, pays riche, armée forte. Les domaines de Satsuma et Shoshu, anciens rivaux, formèrent une alliance secrète en 1866, médiée par le jeune samouraï Sakamoto Ryoma. Ensemble, ils préparèrent le renversement du Bakufu. En 1867, le jeune empereur Meiji monta sur le trône. Il n'avait que 15 ans, mais son nom allait symboliser la transformation la plus radicale de l'histoire japonaise. Le dernier shogun, Tokugawa Yoshinobu, conscient de l'impossibilité de maintenir le régime, annonça en novembre 1867 sa démission et la restitution du pouvoir à l'empereur. Mais les radicaux de Satsuma et Shoshu ne se contentèrent pas de cette abdication formelle. Ils voulaient éliminer complètement le système Tokugawa. En janvier 1868, ils proclamèrent la restauration Meiji et déclarèrent Yoshinobu ennemi de la cour. La guerre de Boshin éclata. Les forces impériales, bien que numériquement inférieures, étaient mieux équipées et disciplinées. Elles utilisaient des fusils modernes, des uniformes occidentaux, des tactiques européennes. Les troupes du Bakufu, hétéroclites et démoralisées, furent vaincues en quelques mois. Edo se rendit sans combat et fut rebaptisée Tokyo, capitale de l'Est. Quelques irréductibles refusèrent la capitulation. Enomoto Takeaki, amiral de la flotte shogunale, s'enfuit vers Hokkaido avec ses navires et y proclama la République d'Ezo, première tentative de république au Japon. Elle dura 6 mois
avant d'être vaincu en mai 1869. Ainsi prit fin l'ère des shogunats. Après 700 ans de gouvernement militaire, le Japon revenait en théorie à un pouvoir impérial direct. En pratique, l'empereur restait une figure symbolique. Le vrai pouvoir appartenait à une oligarchie de jeunes samouraïs réformateurs, principalement issus de Satsuma et Choshu, déterminés à transformer le Japon en puissance moderne. L'ère Meiji, qui s'étendit de 1868 à 1912, fut une période de bouleversement sans précédent. Le Japon, qui avait vécu replié sur lui-même pendant 2 siècles et demi, se lança dans une course effrénée vers la modernisation. Les nouveaux dirigeants étaient jeunes, pragmatiques, animés d'un sentiment d'urgence. Ils avaient en vue la Chine humiliée lors des guerres de l'opium, l'Inde colonisée par la Grande-Bretagne. Ils savaient que seule la force pouvait garantir l'indépendance. Leur stratégie, absorber rapidement les technologies et institutions occidentales, tout en préservant l'identité japonaise. Dès 1869, l'empereur, accompagné de ses conseillers, quitta Kyoto pour s'installer à Tokyo. Ce geste symbolique marquait la rupture avec le passé. Tokyo devint la capitale politique, économique et culturelle. La première grande réforme fut l'abolition du système féodal. En 1871, tous les han furent supprimés et remplacés par des préfectures administrées par des gouverneurs nommés par le centre. Les daimyos furent pensionnés, mais perdirent leur autonomie. Cette centralisation radicale rencontra peu de résistance, tant le prestige de l'empereur était grand. La classe des samouraïs fut progressivement démantelée. En 1873, la conscription universelle fut instaurée. Tout homme de 20 ans devait effectuer 3 ans de service militaire. Cette mesure provoqua la fureur des samouraïs, qui voyaient leur monopole guerrier brisé. Pour eux, permettre aux paysans de porter des armes était une insulte. En 1876, le gouvernement interdit le port du sabre en public, symbole ultime du statut de samouraï. Puis, il cessa de verser leur pension en riz. Des milliers de samouraïs se retrouvèrent sans revenus, sans fonction, sans identité. Certains se révoltèrent. La plus grande rébellion fut celle de Satsuma en 1877, menée par Saigo Takamori, ironiquement l'un des architectes de la restauration Meiji. Saigo, déçu par la tournure modernisatrice et occidentalisante du régime, rassembla des dizaines de milliers de samouraïs mécontents. La rébellion dura 6 mois. L'armée impériale, composée de conscrits paysans équipés d'armements modernes, vainquit la résistance des samouraïs traditionnels. Saigo choisit une fin conforme aux valeurs qui guidaient son existence. Sa disparition devint un symbole fort. Avec lui s'achevait une époque dominée par les guerriers. Le Japon moderne n'avait plus besoin de samouraïs, mais de soldats, d'ingénieurs, de bureaucrates. L'éducation devint une priorité nationale. En 1872, un décret établit l'enseignement primaire obligatoire pour tous, garçons et filles. Des écoles furent reconstruites dans chaque village. Le taux d'alphabétisation, déjà relativement élevé, grimpa rapidement. Des universités furent fondées, dont l'Université impériale de Tokyo en 1877. Des milliers d'étudiants furent envoyés étudier en Europe et aux États-Unis. Parallèlement, des experts étrangers furent invités au Japon. Ingénieurs britanniques pour les chemins de fer, conseillers militaires français puis allemands, médecins allemands, enseignants américains. L'industrialisation progressa à un rythme stupéfiant. Le gouvernement créa des usines pilotes, des arsenaux, des chantiers navals. En 1872, la première ligne de chemin de fer relia Tokyo à Yokohama. En quelques décennies, un réseau ferroviaire couvrit le pays. Les télégraphes, les services postaux modernes, les banques furent établis. L'État vendit ensuite nombre de ces entreprises à des groupes privés,
favorisant la formation des Zaibatsu, conglomérats géants comme Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo. Ces entreprises, liées intimement au gouvernement, devinrent les moteurs de l'économie japonaise. Le calendrier grégorien fut adopté en 1873. Les anciens costumes furent progressivement abandonnés par l'élite urbaine en faveur des complets vestons, robes occidentales, chapeaux. L'empereur lui-même apparaissait en uniforme militaire prussien. Les villes se transformèrent. Des bâtiments en briques remplacèrent les structures en bois. L'éclairage au gaz, puis électrique, illumina les rues. Des journaux quotidiens parurent. Une classe moyenne urbaine émergea, fréquentant les cafés, les théâtres, les grands magasins. Pourtant, le Japon ne copiait pas aveuglément. Les réformateurs Meiji opéraient une sélection rigoureuse. Ils empruntèrent la marine britannique, l'armée prussienne, le système éducatif français, le code civil allemand, mais adaptèrent tout à la culture japonaise. Surtout, ils construisirent une idéologie nationale puissante, centrée sur la figure de l'empereur. En 1889, la constitution de l'Empire du Japon fut promulguée. Inspirée du modèle prussien, elle faisait de l'empereur le souverain sacré et inviolable, source de tous les pouvoirs. Un parlement, la Diète, fut créé, mais ses pouvoirs restaient limités. Le gouvernement était responsable devant l'empereur, non devant le Parlement. En 1890, le rescrit impérial sur l'éducation fut publié. Ce court texte définissait les valeurs morales que tous les Japonais devaient intérioriser. Loyauté envers l'empereur, piété filiale, harmonie, respect des lois, sacrifice pour la patrie. Il fut lu dans toutes les écoles, appris par cœur, vénéré quasi religieusement. Ainsi se forgea une identité nationale moderne, mêlant shintoïsme d'État, culte de l'empereur et modernité technique. Le Japon se voyait comme une famille nationale, avec l'empereur comme père bienveillant et chaque citoyen comme un enfant dévoué. Mais cette transformation intérieure ne suffisait pas. Pour être respecté, le Japon devait prouver sa force, et l'arène où se jouait le respect était l'Asie continentale, en particulier la Corée et la Chine. En 1894, une crise éclata en Corée. Le Japon et la Chine, Qing y envoyèrent des troupes. Les tensions dégénérèrent rapidement en guerre ouverte. Contre toute attente, le Japon, pays encore largement agricole 30 ans plus tôt, vainquit les forces chinoises sur terre et sur mer. La flotte japonaise, entraînée par des officiers britanniques et équipée de navires modernes, détruisit l'escadre chinoise lors de l'affrontement du fleuve Yalu. En avril 1895, la Chine signa le traité de Shimonoseki. Elle reconnaissait l'indépendance de la Corée, cédait Taïwan et la péninsule du Liaodong au Japon, et payait une lourde indemnité de guerre. Mais la joie japonaise fut de courte durée. La Russie, soutenue par la France et l'Allemagne, intervint diplomatiquement, exigeant que le Japon renonce au Liaodong. Incapable de résister à 3 puissances européennes, Tokyo céda. Cette humiliation, connue sous le nom de Triple Intervention, laissa une amertume profonde, d'autant que quelques années plus tard, la Russie elle-même occupa le Liaodong et y établit une base navale à Port-Arthur. Le Japon prépara méthodiquement sa revanche. L'alliance anglo-japonaise de 1902, premier traité d'égalité entre une puissance occidentale et asiatique, renforça sa position. En février 1904, sans déclaration de guerre préalable, la marine japonaise attaqua la flotte russe à Port-Arthur. Ainsi commença la guerre russo-japonaise, conflit qui stupéfia le monde. Une nation asiatique osait défier un empire européen. La guerre russo-japonaise dura 18 mois et se déroula principalement en Mandchourie et en Corée. Les affrontements furent d'une intensité inouïe, préfigurant les horreurs de la Première Guerre mondiale. Le siège de Port-Arthur,
qui dura près d'1 an, coûta des dizaines de milliers de vies. Les Japonais lancèrent assaut après assaut contre les fortifications russes. La colline de 203 mètres devint un lieu de combat acharné. Lorsque la forteresse tomba en janvier 1905, les pertes japonaises étaient colossales, mais la victoire stratégique était acquise. Sur terre, les affrontements à Liaoyang, Shahe et surtout Mukden mobilisèrent des centaines de milliers d'hommes. Mukden fut le plus grand affrontement terrestre jamais livré jusqu'alors, avec plus de 600 000 combattants engagés. Il dura 3 semaines et se solda par une victoire japonaise, mais les deux camps étaient épuisés. Le Japon, malgré ses succès, était au bord de l'effondrement financier. La guerre avait vidé les caisses de l'État. La population commençait à se lasser. Une paix rapide devenait nécessaire. La Russie, de son côté, était en pleine révolution intérieure. Les défaites militaires avaient déclenché des émeutes, des grèves, des mutineries. Le tsar Nicolas II, désespéré, envoya sa flotte de la Baltique faire le tour du monde pour renforcer ses forces en Extrême-Orient. Cette deuxième escadre du Pacifique, commandée par l'amiral Rojestvensky, parcourut près de 33 000 kilomètres. Les marins, mal entraînés et démoralisés, arrivèrent épuisés dans le détroit de Tsushima en mai 1905. Là, l'amiral japonais Togo Heiachiro les attendait. L'affrontement de Tsushima fut l'un des plus décisifs de l'histoire navale. En moins de 2 jours, la flotte russe fut pratiquement anéantie. Sur 38 navires, seuls quelques-uns parvinrent à s'échapper. Les Japonais, grâce à une meilleure formation, des tactiques supérieures et un peu de chance, avaient infligé une défaite humiliante à une puissance européenne. Cette victoire stupéfia le monde. Pour la première fois depuis des siècles, une nation non occidentale battait une nation occidentale dans une guerre moderne. Le traité de Portsmouth, signé en septembre 1905 aux États-Unis grâce à la médiation du président Theodore Roosevelt, mit fin au conflit. La Russie reconnaissait les intérêts prédominants du Japon en Corée, cédait le sud de Sakhaline et les droits de location sur Port Arthur et le chemin de fer de Mandchourie méridionale. Cependant, aucune indemnité de guerre ne fut versée, ce qui provoqua des émeutes à Tokyo. La population estimait avoir payé trop cher pour des gains insuffisants. Néanmoins, la victoire avait propulsé le Japon au rang de puissance mondiale. En 1910, le Japon annexa officiellement la Corée, la transformant en colonie. Les Coréens furent contraints d'adopter des noms japonais, d'apprendre le japonais, de vénérer l'empereur. Les ressources coréennes furent exploitées pour nourrir l'industrie japonaise. Cette colonisation, autoritaire et humiliante, laissa des cicatrices profondes qui persistent encore aujourd'hui. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en 1914, le Japon entra en guerre aux côtés des Alliés, non par conviction, mais par opportunisme. Il s'empara rapidement des possessions allemandes en Chine, notamment Qingdao, et des îles du Pacifique sous contrôle allemand. Le Japon participa peu au combat en Europe, mais profita économiquement de la guerre. Les industries européennes étant mobilisées pour l'effort de guerre, le Japon devint un important fournisseur de biens manufacturés pour l'Asie. L'économie connut un boom spectaculaire. En 1919, lors de la conférence de paix de Versailles, le Japon figurait parmi les 5 grandes puissances victorieuses. Il obtint un siège permanent au Conseil de la Société des Nations et la confirmation de ses gains territoriaux. Cependant, sa proposition d'inscrire l'égalité raciale dans le pacte de la Société des Nations fut rejetée, principalement sous la pression des États-Unis et de l'Australie. Cette rebuffade renforça le sentiment au Japon d'être traité en citoyen de seconde zone par l'Occident. Les années 1920 furent une période d'effervescence culturelle et politique. Le Japon connut une brève expérience de démocratie parlementaire, appelée démocratie Taisho. Les partis politiques gagnèrent en influence,
la presse se libéralisa, les mouvements ouvriers et féministes émergèrent. Tokyo et Osaka devinrent des métropoles cosmopolites où l'on dansait le jazz, lisait des romans modernistes, débattait de socialisme et de féminisme. Les mogas, Modern Girls, portèrent des robes courtes, se coupaient dans les cheveux, fumaient en public, scandalisaient les conservateurs. Mais cette ouverture fut interrompue. En septembre 1923, un tremblement de terre catastrophique frappa la région de Tokyo-Yokohama. Le séisme, suivi d'incendies gigantesques, causa la disparition d'environ 140 000 personnes. Des quartiers entiers furent réduits en cendres. Dans le chaos qui suivit, des rumeurs circulèrent accusant les Coréens de profiter de la situation pour commettre des actes de violence. Des milices de vigilants commirent des actes terribles contre plusieurs milliers de Coréens innocents. Cette tragédie révéla les tensions raciales et nationalistes sous-jacentes. La Grande Dépression de 1929 frappa durement le Japon. Les exportations s'effondrèrent, le chômage explosa, les campagnes furent ravagées par la famine. Les paysans vendèrent leurs filles à des maisons closes pour survivre. Le désespoir et la colère montèrent. Les militaires, de plus en plus influents, accusèrent les politiciens civils et les aibatsu de corruption et d'incompétence. Ils prônèrent une politique expansionniste agressive en Asie comme solution aux problèmes économiques. Le Japon, arguait-il, avait besoin d'espace vital, de ressources naturelles, de marché. En septembre 1931, l'armée du Kwantung, stationnée en Mandchourie, organisa un faux attentat contre une voie ferrée japonaise, l'incident de Mukden. Sans attendre l'autorisation de Tokyo, elle envahit toute la Mandchourie. Le gouvernement civil, dépassé, ne put que ratifier le fait accompli. En 1932, le Japon créa l'État fantoche du Manchukuo, plaçant à sa tête Puyi, dernier empereur Qing. La Société des Nations condamna cette agression, et le Japon quitta l'organisation en 1933. L'isolement international commençait. À l'intérieur, la démocratie agonisait. Des officiers nationalistes commirent des attentats contre plusieurs hommes politiques et financiers lors de tentatives de coup d'État. En février 1936, de jeunes officiers menèrent une rébellion à Tokyo, occupant le centre-ville et éliminant plusieurs ministres. Bien que la rébellion fût écrasée, elle terrorisa la classe politique civile, qui cessa de s'opposer aux militaires. Progressivement, les généraux et amiraux prirent le contrôle du gouvernement. Le Japon glissait vers un régime autoritaire dominé par l'armée. En juillet 1937, un incident mineur près de Pékin dégénéra en guerre totale avec la Chine. L'armée japonaise lança une invasion massive. En décembre, elle prit Nanking, alors capitale nationaliste chinoise. Ce qui suivit fut l'une des atrocités les plus graves du XXe siècle. Pendant 6 semaines, les soldats japonais commirent des actes de violence systématique contre la population civile. Les estimations du nombre de victimes varient entre 100 000 et 300 000. L'événement de Nanking reste aujourd'hui un sujet de contentieux entre la Chine et le Japon. La guerre en Chine s'enlisa. Malgré la supériorité militaire japonaise, la résistance chinoise, menée par les nationalistes de Chiang Kai-shek et les communistes de Mao Zedong, ne faiblit pas. Le Japon contrôlait les villes et les côtes, mais les campagnes restaient hostiles. Les ressources japonaises s'épuisaient dans ce conflit sans fin. Pour sortir de l'impasse, Tokyo chercha de nouvelles conquêtes. En septembre 1940, profitant de la défaite de la France face à l'Allemagne nazie, le Japon occupa le nord de l'Indochine française. En juillet 1941, il occupa le sud, menaçant directement les possessions britanniques et néerlandaises en Asie du Sud-Est. Les États-Unis, inquiets de cette expansion, imposèrent un embargo sur le pétrole et l'acier destinés au Japon.
Pour un pays dépourvu de ressources naturelles, c'était un étranglement mortel. Le Japon devait choisir, reculer ou avancer. Les modérés, menés par l'amiral Yamamoto Isoroku, savaient qu'une guerre contre les États-Unis serait catastrophique. Mais les bellicistes l'emportèrent. En octobre 1941, le général Tojo Hideki devint Premier ministre. La marche vers la guerre était irréversible. Le 7 décembre 1941, l'aviation japonaise attaqua par surprise la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï. En 2 heures, elle détruisit ou endommagea gravement 8 cuirassés, des dizaines d'avions, causa la disparition de plus de 2400 militaires. Ce coup audacieux visait à paralyser la flotte américaine du Pacifique, donnant au Japon le temps de conquérir l'Asie du Sud-Est et de créer une zone de défense inexpugnable. Tactiquement, ce fut un succès. Stratégiquement, ce fut une erreur monumentale. Les États-Unis, jusque-là divisés sur la question de la guerre, s'unirent dans une fureur vengeresse. Dans les mois suivants, le Japon conquit les Philippines, la Malaisie, Singapour, les Indes néerlandaises, la Birmanie. L'Empire japonais atteignit son extension maximale, contrôlant un territoire allant de la Mandchourie aux portes de l'Inde, des îles Aléoutiennes à la Nouvelle-Guinée. Tokyo proclama la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale, prétendant libérer l'Asie du colonialisme occidental. En réalité, l'occupation japonaise fut souvent aussi autoritaire que les colonisations européennes, voire pire. Mais l'euphorie fut de courte durée. En juin 1942, l'affrontement de Midway se solda par une défaite décisive de la marine japonaise. 4 porte-avions coulèrent. L'initiative passa aux Américains. Île après île, combat après combat, les Japonais reculèrent. Guadalcanal, Saipan, Iwo Jima, Okinawa. Autant de noms gravés dans le sang. Les affrontements étaient d'une férocité inouïe. Les soldats japonais, endoctrinés à ne jamais se rendre, se battaient jusqu'au bout. Les civils d'Okinawa, convaincus que les Américains commettraient des atrocités, choisissaient parfois de mettre fin à leur jour par familles entières. À partir de 1944, les bombardiers américains commencèrent à pilonner systématiquement les villes japonaises. Les raids incendiaires détruisirent des quartiers entiers. La nuit du 9 au 10 mars 1945, Tokyo fut ravagée par un déluge de bombes au napalm. Les incendies créèrent des tornades de feu. Environ 100 000 personnes périrent, principalement victimes des flammes ou de l'asphyxie. Des dizaines d'autres villes subirent le même sort. Le Japon était en ruine, affamé, au bord de l'effondrement. Mais l'armée refusait de capituler. Les généraux préparaient la défense finale de l'archipel, prêts à sacrifier des millions de civils dans un affrontement apocalyptique. C'est dans ce contexte que le président américain Harry Truman prit la décision d'utiliser une arme nouvelle, terrifiante, capable de détruire une ville entière en un éclair, la bombe atomique. Le 6 août 1945, un bombardier américain largua une bombe à l'uranium sur la ville d'Hiroshima. L'explosion dégagea une chaleur équivalente à celle du Soleil, vaporisant instantanément des milliers de personnes. Une onde de choc dévasta tout dans un rayon de plusieurs kilomètres. Un champignon de fumée s'éleva dans le ciel. Entre 70 et 80 000 personnes disparurent immédiatement. Des dizaines de milliers d'autres succombèrent dans les jours, semaines et mois suivants, victimes des brûlures, des radiations, des blessures. Le Japon, abasourdi, n'eut pas le temps de réagir. Le 9 août, une seconde bombe, au plutonium cette fois, fut larguée sur Nagasaki. 40 à 70 000 personnes périrent. Le même jour, l'Union soviétique, respectant son engagement envers les Alliés, déclara la guerre au Japon et envahit la Mandchourie, écrasant l'armée du Kwantung. Le Japon était encerclé, vaincu, anéanti.
Le 10 août, l'empereur Hirohito intervint personnellement pour briser l'impasse au sein du gouvernement. Lors d'une réunion du Conseil suprême de guerre, les opinions étaient partagées entre capitulation et résistance jusqu'au bout. L'empereur, d'une voix calme, déclara qu'il fallait accepter l'inacceptable et endurer l'inendurable. Le Japon devait capituler. Le 15 août, pour la première fois de l'histoire, la voix de l'empereur fut diffusée à la radio. Des millions de Japonais, debout dans les rues, écoutèrent avec stupeur ce timbre aigu. Ce langage courtois et archaïque annonçait la fin de la guerre. Beaucoup pleurèrent. Certains choisirent de mettre fin à leur jour, incapables de supporter la honte. Le 2 septembre, à bord du cuirassé Missouri, ancré dans la baie de Tokyo, les représentants japonais signèrent l'acte de capitulation inconditionnelle. La Seconde Guerre mondiale était terminée. Le Japon, pour la première fois de son histoire, était occupé par une armée étrangère. L'occupation américaine du Japon, dirigée par le général Douglas MacArthur, commandant suprême des forces alliées, dura jusqu'en 1952. Contrairement aux craintes japonaises, elle ne fut pas violente. MacArthur se comporta en proconsul éclairé, respectant l'empereur, réformant les institutions, transformant le Japon en démocratie. Dès son arrivée, il fit clairement comprendre qu'il gouvernerait à travers l'administration japonaise existante, et non en l'écrasant. Cette approche pragmatique facilita grandement la reconstruction. L'une des premières mesures fut de contraindre l'empereur Hirohito à renoncer publiquement à sa divinité. Le 1er janvier 1946, l'empereur publia la Déclaration de l'humanité, proclamant qu'il n'était pas un dieu vivant, mais un être humain ordinaire. Ce fut un choc psychologique profond pour la population, élevée dans le culte impérial. Néanmoins, MacArthur décida de ne pas juger l'empereur comme criminel de guerre, estimant que sa déposition provoquerait un chaos ingérable. Hirohito resta sur le trône, mais désormais comme symbole de l'État, dépourvu de tout pouvoir politique. En 1947 entra en vigueur une nouvelle constitution, rédigée en grande partie par des juristes américains. Elle proclamait la souveraineté du peuple, établissait un parlement élu, garantissait les droits fondamentaux, l'égalité des sexes, la liberté d'expression. Son article 9, célèbre et controversé, stipulait que le Japon renonçait à jamais à la guerre comme moyen de règlement des différends internationaux et ne maintiendrait jamais de forces armées. En pratique, des forces d'autodéfense furent créées en 1954, contournant l'esprit sinon la lettre de cet article. Les réformes furent radicales. La police secrète fut dissoute, les prisonniers politiques libérés, les syndicats autorisés. Le système éducatif fut démocratisé, les manuels révisés pour éliminer le nationalisme et le militarisme. Les femmes obtinrent le droit de vote et d'éligibilité. Les Aibatsu, conglomérats géants accusés d'avoir financé la guerre, furent démantelés, du moins en théorie. Une réforme agraire redistribua les terres aux paysans, éliminant la classe des grands propriétaires terriens. Ces transformations, imposées de l'extérieur, mais acceptées par une population épuisée et désabusée, jetèrent les bases d'un nouveau Japon. Des procès pour crimes de guerre eurent lieu. Le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, équivalent asiatique de Nuremberg, jugea 28 dirigeants japonais. 7, dont l'ancien premier ministre Tojo Hideki, furent condamnés à la peine capitale et exécutés. Des milliers d'autres militaires furent jugés et emprisonnés. Ces procès furent controversés. Certains y virent une justice nécessaire, d'autres une justice des vainqueurs. L'absence de l'empereur parmi les accusés alimenta les critiques. La guerre froide changea la donne. En 1949, Mao Zedong triompha en Chine, proclamant la République populaire.
en 1950, la guerre de Corée éclata. Les États-Unis, craignant l'expansion communiste en Asie, modifièrent leur politique envers le Japon. D'ennemi vaincu, il devint allié essentiel. Le Japon servit de base arrière à l'effort de guerre américain en Corée. Les commandes militaires américaines relancèrent l'économie japonaise. Les usines tournaient à plein régime, produisant camions, uniformes, équipements. Cette manne inattendue permit au Japon de sortir de la misère. En avril 1952, le traité de San Francisco mit fin à l'occupation. Le Japon retrouva sa souveraineté, mais dut signer en parallèle un traité de sécurité avec les États-Unis, autorisant le maintien de bases militaires américaines sur son territoire. Cette alliance, toujours en vigueur aujourd'hui, permit au Japon de se concentrer sur le développement économique plutôt que sur la défense, les États-Unis assurant sa protection. Les années 50 et 60 virent le Japon connaître une croissance économique exceptionnelle, si rapide qu'on parla de miracle japonais. Les raisons de ce succès furent multiples. D'abord, une main-d'œuvre disciplinée, éduquée, prête à travailler dur pour reconstruire le pays. Ensuite, un gouvernement qui planifiait stratégiquement le développement industriel, protégeant les industries naissantes, encourageant l'exportation. Le ministère du Commerce international et de l'Industrie, MITI, joua un rôle central, orientant les investissements vers les secteurs jugés prioritaires, sidérurgie, construction navale, automobile, électronique. Les entreprises japonaises adoptèrent et perfectionnèrent des méthodes de production révolutionnaires. Toyota développa le système de production juste à temps, éliminant les stocks inutiles, réduisant les coûts, améliorant la qualité. Cette approche, copiée ensuite dans le monde entier, donna au Japon un avantage concurrentiel décisif. Les cercles de qualité, où les ouvriers participaient à l'amélioration continue des processus, renforcèrent la productivité et le sentiment d'appartenance. L'emploi à vie dans les grandes entreprises créa une loyauté mutuelle entre employeurs et employés, stabilisant la main-d'œuvre. Les produits japonais, d'abord perçus comme bon marché et de qualité médiocre, gagnèrent progressivement en réputation. Dans les années 60, les motos Honda et les appareils photo Canon commencèrent à conquérir les marchés occidentaux. Dans les années 70, les automobiles Toyota et Nissan, fiables et économes en carburant, séduisirent les consommateurs lors des crises pétrolières. Dans les années 80, Sony avec son Walkman et plus tard ses télévisions et consoles de jeux devint synonyme d'innovation. Le Japon ne se contentait plus de copier, il innovait. Les Jeux olympiques de Tokyo, en 1964, marquèrent le retour symbolique du Japon sur la scène internationale. Ce fut l'occasion de montrer au monde un pays moderne, pacifique, dynamique. Le gouvernement investit massivement dans les infrastructures. Le Shinkansen, train à grande vitesse reliant Tokyo à Osaka, fut inauguré juste avant les Jeux. Roulant à plus de 200 km/h, il était à l'époque le train le plus rapide du monde. Les stades, les autoroutes, les hôtels furent construits en un temps record. Les cérémonies d'ouverture, retransmises en couleur pour la première fois, impressionnèrent des millions de téléspectateurs. Le Japon devint la deuxième économie mondiale en 1968, derrière les États-Unis. Cette ascension fulgurante suscita admiration et inquiétude. Les Occidentaux cherchèrent à comprendre le secret japonais. Des livres sur le management japonais devinrent des best-sellers. Les hommes d'affaires du monde entier visitaient les usines japonaises, essayant de percer le mystère de cette efficacité. Certains attribuaient le succès à la culture collective, au sens du devoir, à l'harmonie sociale. D'autres pointaient les longues heures de travail, le sacrifice de la vie personnelle sur l'autel de l'entreprise. Car ce miracle avait un coût humain. Les salarymen, employés de bureau,
travaillaient souvent jusqu'à épuisement. Le phénomène du karoshi, décès par surmenage, fit son apparition. Les cas de fin de vie liés au stress professionnel augmentèrent. Les femmes, malgré les réformes, restaient largement cantonnées au rôle traditionnel ou à des emplois subalternes. Le modèle familial idéal restait le mari qui travaille, la femme au foyer. Les enfants subissaient une pression scolaire intense, passant des heures dans des cours privés, du coup, pour réussir les examens d'entrée aux bonnes universités. La compétition commençait dès l'école maternelle. Culturellement, le Japon rayonnait également. Le cinéma japonais, avec des réalisateurs comme Kurosawa Akira, Ozu Yasujiro, Mizoguchi Kenji, conquit les festivals internationaux. Les Sept Samouraïs, Rashomon, Voyage à Tokyo devinrent des classiques universels. La littérature japonaise, avec Kawabata Yasunari et Mishima Yukio, attira l'attention mondiale. Kawabata reçut le prix Nobel de littérature en 1968. Mishima, écrivain nationaliste tourmenté, mit fin à ses jours de manière spectaculaire en 1970 après une tentative de coup d'État ratée, laissant derrière lui une œuvre complexe explorant la beauté, la mort, l'honneur. Les années 80 furent l'apogée de la puissance économique japonaise. Les entreprises japonaises achetaient des gratte-ciel à New York, des studios de cinéma à Hollywood, des terrains de golf en Californie. Le Japon semblait invincible. On prédisait qu'il dépasserait les États-Unis. Les bulles spéculatives gonflèrent. Le prix de l'immobilier à Tokyo atteignit des sommets absurdes. On racontait que le terrain du palais impérial valait plus que toute la Californie. Les actions montaient sans cesse. Les banques prêtaient sans discernement, convaincus que les prix ne pouvaient que continuer à augmenter. Puis la bulle éclata. À partir de 1990, les cours de la bourse s'effondrèrent. L'immobilier plongea. Les banques chargées de créances douteuses se retrouvèrent paralysées. La consommation stagna. Les entreprises cessèrent d'embaucher. Le Japon entra dans une longue période de stagnation économique, la décennie perdue, qui dura en réalité plus de 20 ans. Le taux de croissance, autrefois éclatant, devint anémique. La déflation s'installa, piégeant l'économie dans un cercle vicieux. Socialement, les fissures apparurent. Le système de l'emploi à vie se délita. Les jeunes diplômés peinaient à trouver des emplois stables. Les friteurs, travailleurs précaires enchaînant les petits boulots, se multiplièrent. Les hikikomori, jeunes se cloîtrant chez eux, refusant tout contact social, devinrent un phénomène inquiétant. Le taux de natalité chuta. Les Japonais se mariaient plus tard ou pas du tout. Les enfants devenaient un luxe que beaucoup ne pouvaient ou ne voulaient se permettre. La population commença à diminuer dès le début du XXIe siècle. Le vieillissement démographique devint la question centrale. En 2020, plus de 28% de la population avait plus de 65 ans. Dans certaines régions rurales, ce chiffre dépassait 40%. Les villages se vidaient. Les écoles fermaient, faute d'élèves. Les commerces disparaissaient. Le système de retraite et de santé, conçu pour une population jeune, craquait sous le poids des personnes âgées. Le gouvernement tenta diverses mesures. Encouragement financier à la natalité, robotisation des soins aux personnes âgées, ouverture très limitée à l'immigration. Car le Japon restait une société extrêmement homogène et méfiante envers l'immigration. Contrairement aux pays occidentaux confrontés aux mêmes défis démographiques, le Japon refusait largement d'ouvrir ses portes. Quelques programmes d'immigration de travailleurs étrangers furent timidement lancés, mais l'intégration restait difficile. La langue, la culture, les barrières sociales rendaient le Japon peu attractif pour les migrants potentiels. Cette fermeture garantissait la cohésion culturelle, mais aggravait les problèmes économiques. Le 11 mars 2011 fut une date traumatisante.
un séisme de magnitude 9 frappa au large de la côte nord-est. Il fut suivi d'un tsunami gigantesque, des vagues de plus de 40 mètres par endroit qui ravagèrent des centaines de kilomètres de côte. Plus de 18 000 personnes périrent, emportées par les flots. Des villes entières furent rayées de la carte. Les images de maisons, de voitures, de bateaux charriés par les flots firent le tour du monde. Mais le pire restait à venir. La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, située sur la côte, fut inondée. Les systèmes de refroidissement tombèrent en panne. Les réacteurs surchauffèrent. Des explosions d'hydrogène détruisirent les bâtiments. De la radioactivité se répandit dans l'air, le sol, l'océan. Des dizaines de milliers de personnes durent être évacuées. Une zone d'exclusion fut créée. Certains villages resteront inhabitables pendant des décennies. Cette catastrophe triple, séisme, tsunami, accident nucléaire, ébranla la confiance des Japonais dans la technologie et les autorités. Comment un pays aussi avancé avait-il pu être si mal préparé? Pourquoi les protocoles de sécurité avaient-ils échoué? La compagnie d'électricité et le gouvernement furent accusés de négligence, de mensonges, de dissimulation. Le Japon, habitué aux tremblements de terre, découvrait qu'il restait vulnérable face aux forces de la nature. Pourtant, le monde admira la dignité et le calme des Japonais face au désastre. Pas de pillage, peu de panique. Les gens faisaient pas la queue patiemment pour l'eau et la nourriture, respectaient les consignes, s'entraidaient. Cette résilience, ce stoïcisme collectif impressionnèrent. Mais derrière cette façade, beaucoup souffraient en silence. Les traumatismes psychologiques, les dépressions augmentèrent dans les régions touchées. La reconstruction fut lente, difficile, inégale. Sur le plan politique, le Japon connut une instabilité inhabituelle. Les premiers ministres se succédaient rapidement, incapables de s'attaquer efficacement aux problèmes structurels. En 2012, Abe Shinzo revint au pouvoir, promettant de relancer l'économie par des politiques monétaires agressives, les Abenomics. Des résultats furent obtenus, mais la croissance resta modeste. Abe tenta également de réviser la constitution pacifiste, de renforcer l'armée, de normaliser le Japon comme acteur géopolitique. Ces efforts suscitèrent des débats passionnés. Fallait-il rester fidèle au pacifisme d'après-guerre ou s'adapter à un monde où la Chine montait en puissance et la Corée du Nord possédait l'arme nucléaire? Culturellement, le Japon continuait d'exercer une influence disproportionnée. Les mangas et les animés conquirent le monde. Des séries comme Dragon Ball, One Piece, Naruto ou des films comme ceux du studio Ghibli de Miyazaki Hayao touchèrent des centaines de millions de fans sur tous les continents. Les jeux vidéo japonais, de Nintendo, Sony, Sega, façonnèrent l'industrie mondiale. La cuisine japonaise, sushi en tête, devint tendance partout. Le concept de kawaii, mignon, influença la mode, le design. Les touristes affluaient, attirés par le mélange unique de tradition et de modernité. Temples zen et gratte-ciel futuristes, geishas et robots, jardins paisibles et néons criards. Le Japon du XXIe siècle est un pays de contrastes et de tensions. Société vieillissante, mais industrie de pointe. Tradition ancestrale, mais culture pop explosive. Pacifisme constitutionnel, mais remilitarisation rampante. Isolement insulaire, mais influence culturelle planétaire. Harmonie de surface, mais solitude profonde. Les défis sont immenses. Démographie déclinante, dette publique colossale, concurrence chinoise, désastres naturels récurrents, nécessité de transition énergétique après Fukushima. Pourtant, le Japon possède des atouts uniques. Une population éduquée, créative, disciplinée. Une culture riche, respectée mondialement. Une capacité d'adaptation prouvée à travers les siècles. Des entreprises à la pointe de la robotique, de l'intelligence artificielle, des technologies vertes. Le Shinkansen roule toujours avec une ponctualité légendaire. Les toilettes publiques
reste impeccable. Les distributeurs automatiques fonctionnent partout. Les cerisiers fleurissent chaque printemps, rappelant la beauté éphémère de toute chose. Le Japon n'est plus la puissance économique incontestée des années 80. Il n'est plus isolé comme à l'époque Edo. Il n'est plus impérial comme sous Meiji. Mais il reste le Japon, une civilisation singulière qui a traversé les millénaires en se réinventant sans cesse tout en préservant son essence. Des mythes fondateurs aux mégalopoles ultramodernes, des guerriers samouraïs aux ingénieurs en robotique, des moines zen aux créateurs de mangas. Le fil conducteur persiste, une quête d'harmonie entre tradition et innovation, entre l'individu et le collectif, entre l'archipel et le monde. L'avenir du Japon n'est pas écrit. Trouvera-t-il un équilibre démographique sans renier son identité ? Réussira-t-il la transition énergétique après Fukushima ? Parviendra-t-il à maintenir sa prospérité face à la montée de la Chine ? Réconciliera-t-il sa jeunesse avec un modèle social hérité du siècle passé ? Personne ne le sait, mais une chose est certaine. Le Japon continuera d'être ce qu'il a toujours été. Une terre de paradoxes, où le passé le plus ancien coexiste avec le futur le plus audacieux, où la contemplation d'un jardin de mousse côtoie l'effervescence d'un carrefour de Shibuya, où le silence d'un temple shintoïste résonne avec le vacarme d'un pachinko. Et peut-être est-ce là le véritable génie japonais. Non pas de choisir entre tradition et modernité, entre Orient et Occident, entre passé et futur, mais d'embrasser simultanément ces contradictions, de les faire dialoguer, de créer une synthèse toujours mouvante, toujours surprenante. Le Japon ne sera jamais complètement occidental, ni totalement traditionnel. Il restera irréductiblement lui-même, une énigme fascinante au cœur du Pacifique, un archipel où les dieux marchent encore parmi les hommes, où les fantômes du passé hantent les tours de verre, où chaque génération réinvente le sens d'être japonais. Proposez dans les commentaires des thèmes pour de nouvelles histoires. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.